Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont autonomie, dissolution et homophobie. Une autonomie à la Corse. Le mot est lâché par Emmanuel Macron. 6 mois pour s'entendre sur un nouveau statut. Nous voulons la même chose, lance déjà le président de la région Bretagne. Une annonce spectaculaire. Le Haut-Karabakh proclame sa dissolution au 1er janvier prochain, une semaine après la victoire éclair de l'Azerbaïdjan. Nettoyage ethnique, selon le gouvernement arménien. Plus de la moitié des habitants auraient fui. Et puis Éric Zemmour, condamné à 4 000 € d'amende pour injures homophobes suite à des propos tenus à la télé en 2019. Il va faire appel, annonce son avocat. Les vraies voix Sud Radio. L'autonomie reste à inscrire dans la Constitution et ça ne sera sans doute pas une formalité. Le président Macron, en tout cas, donne 6 mois à l'Assemblée corse pour s'entendre avec le gouvernement sur un nouveau statut. En tout cas, l'intention est là. Ce matin à Ajaccio, le président Macron a donc dit vouloir accorder une certaine autonomie à l'île. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Je souhaite que la Corse bénéficie d'un cadre lui permettant de définir certaines normes et de mieux en adapter d'autres. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Discours du président Macron salué par Gilles Simeoni, le président autonomiste de l'exécutif corse. Le moment est venu, sans rien oublier, de refermer les blessures, d'apaiser les douleurs et les rancœurs, de laisser, selon les termes de Jérôme Ferrat, de laisser la lumière estomper le contour des tombeaux. Gilles Simeoni, qui pour mémoire était aussi l'avocat d'ailleurs d'Ivan Colonna. De son côté, le président de la région Bretagne a vite réagi. Plus de liberté, d'autonomie pour la Corse, pour des domaines comme le logement ou les langues. Eh bien, nous demandons la même chose, déclare Loïc Chanel-Girard lors d'un point presse en clôture du Congrès des régions de France. Le Breton en appelle à en finir, je cite, avec un centralisme passéiste. Philippe Bilger, vous voulez réagir sur l'autonomie de la Corse. Maintenant, c'est la Bretagne qui demande aussi plus d'autonomie pour la langue, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? En effet, les craintes manifestées un certain nombre d'opposants devant le risque d'un éclatement si on faisait un statut autonome pour la Corse vont se révéler malheureusement exactes. Et je suis frappé de voir à quel point Emmanuel Macron, dans tous les domaines, lorsqu'il est confronté à des difficultés, au lieu de les combattre, il cède d'une certaine manière. Comme la Corse était devenue un problème ingérable, il a favorisé une autonomie qui était demandée par quelques-uns, pas par tous. Claude Cham, une réaction? Écoutez, je ne suis pas d'abord certain que la grande majorité des Corses ait demandé une autonomie. Après, au plan de l'histoire, il a fallu Philippe le Bel et Louis XI pour faire les frontières de la France. Je regrette qu'aujourd'hui, nous commencions à imaginer que ces frontières puissent être modifiées par des autonomies qui commencent par la Corse et qui s'arrêtent on ne sait pas où. Deuxième mot, dissolution du Haut-Karabakh, territoire déserté par les Arméniens, Félix. Spectaculaire, la République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh va se dissoudre le 1er janvier 2024, plus de 30 ans après sa création. Conséquence directe de l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan il y a une semaine. Plus de la moitié de la population a fui la zone. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, parle de nettoyage ethnique. L'exode des Arméniens du Nagorno-Karabakh continue à la suite de la politique de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan. Notre analyse montre que dans les prochains jours, il n'y aura plus d'Arméniens sur place. C'est un acte de nettoyage ethnique. À 10 h aujourd'hui, le nombre de personnes déplacées de force du Nagorno-Karabakh vers l'Arménie s'élève à 66 500. Et même désormais 70 500 arrivées de réfugiés ce soir selon un nouveau décompte des autorités arméniennes. L'Azerbaïdjan de son côté se veut rassurant, appelant les habitants arméniens du Haut-Karabakh à ne pas quitter leur maison. Philippe Bilger, on parlait de ce qu'on n'aimerait pas revoir, ce qui s'est passé. Lyon, c'est une ville où il y a une grande communauté arménienne. Le grand fan de foot que vous êtes connaît évidemment Youri Djorkaeff. C'est terrible ce qui se passe au Karabakh dans la manque de réaction absolue de la communauté internationale. Absolument, vous mettez l'accent sur ce qu'on constate en général dans la vie internationale. Lorsqu'il y a de graves problèmes, on a une dénonciation verbale internationale et en réalité une grande impuissance par ailleurs. Il est terrible, j'en ai assez de cette politique internationale
internationale qui ne sait plus que parler. Un mot, Claude Cham, sur la politique internationale qui ne sait plus que parler, comme le dit Philippe Bilger. Bah oui, si vous voulez, on s'aperçoit qu'une minorité qui n'a pas véritablement de grande influence sur les grands équilibres internationaux n'arrive pas à se faire entendre, et toute minorité qui n'arrive pas à se faire entendre, je trouve ça tout à fait regrettable. Troisième mot, Félix, Éric Zemmour, condamné à 4 000 € d'amende pour injure homophobe. L'association SOS Stop Homophobie avait porté plainte après ses propos tenus en 2019 sur CNews. L'émission évoquait alors l'extension de la PMA aux couples de femmes. On a des caprices d'une petite minorité qui tient la main sur l'État et qui l'asservit à son profit et qui va d'abord désagréger la société parce qu'on va avoir des enfants sans père, et je viens de vous dire que c'est une catastrophe, et deuxièmement, qui va faire payer ses caprices par tous les autres Français. Les propos présentent un caractère méprisant pour les personnes qu'ils visent, qui voient leur désir d'enfant ramené à un caprice égoïste, selon la décision du tribunal de Paris qui poursuit son raisonnement. Ces propos prennent même une dimension outrageante dès lors qu'il leur est prêté pour le satisfaire d'avoir recours à l'asservissement de l'appareil d'État. En cela, les personnes homosexuelles se trouvent disqualifiées aux yeux du public pour ce qu'elles sont pour leur orientation sexuelle. 4 000 € d'amende pour injure homophobe, plus 3 000 € de dommages et intérêts aux associations et 2 000 € de frais de procédure. Nous faisons immédiatement appel de cette décision, annonce dans la foulée l'avocat d'Éric Zemmour. Une dizaine de procès l'attendent dans les mois qui viennent, et notamment aussi pour ses propos sur le maréchal Pétain qui, selon lui, aurait sauvé des juifs français durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il avait dit. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant, on reviendra sur lundi. L'Union européenne a décidé de ne pas renforcer les normes d'émission pour les voitures. L'objectif, préserver la compétitivité des industries automobiles européennes qui représentent 14 millions d'emplois. On en parle dans quelques instants avec cette question. Finalement, ces normes écologiques sur l'industrie automobile, les États ont-ils raison et sont-ils plus réalistes que l'Europe? Pour l'instant, vous dites oui à 72%. On en parlera avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Yves Cara, porte-parole Mobilité Club France, et Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h en direct du salon et surtout du stand Skoda. À tout de suite. Virage de l'électrique en famille avec le Skoda Enyaq, éligible au bonus gouvernemental, et retrouvez-le dans nos 165 concessions en France. Skoda présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix se sont exportées à Lyon aujourd'hui au salon automobile de Lyon, version 2023, autour d'une thématique, Philippe, zéro émission. Et et où sommes-nous? Nous sommes accueillis très bien d'ailleurs par nos amis de chez Skoda sur le stand immersif du constructeur tchèque, puisque ici on vit forcément des expériences sur ce site. C'est sur le hall 1, et puis vous pourrez aussi découvrir bien entendu au hall 4 toute la gamme Skoda, la nouvelle gamme Skoda. On sera à partir de 19h jusqu'à 20h avec finalement le styliste, oui. Voilà, le chef de l'expérience client, et ils nous expliqueront l'avenir en tout cas de Skoda. Et comment on dessine une voiture notamment, et nous on a préparé l'émission, c'est absolument passionnant, surtout quand on était, je sais pas vous, mais comme moi, nul en dessin. Voilà, c'est ça. Et puis vous aurez peut-être la chance d'être ce grand gagnant pour 2 personnes, un week-end en relais château avec l'Enyaq Skoda. Et Skoda vous offre en plus un dîner, une nuit, une activité exclusive. Restez avec nous, ça peut tomber à n'importe quel moment. En attendant, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et les États membres de l'Union européenne ont décidé ce lundi de ne pas adopter des normes plus strictes concernant les émissions de gaz à effet de serre des voitures particulières. Ils considèrent qu'un renforcement des restrictions pourrait entraver les investissements des constructeurs automobiles dans la technologie des véhicules électriques. Oui, Cécile, et c'est d'ailleurs sous l'impulsion de la France et de l'Italie, il faut le souligner. Alors, le secteur automobile, c'est crucial en Europe. 14 millions d'emplois au sein de l'Union européenne. 14 millions, excusez du peu. Alors est-ce qu'ils ont raison, ces États européens, comme la France et l'Italie, de vouloir préserver l'emploi avant de parler écologie? Est-ce que vouloir tout changer dans l'automobile à horizon 2035, c'était réaliste? Ou est-ce contraire, est-ce que vous pensez que la Commission européenne n'aurait pas dû céder
venez réagir au 0826 300 300. Et le moins qu'on puisse dire que pour le moment, vous donnez raison aux États français et italiens, par exemple, en disant oui à 72%. Et pour en parler, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules et de la société Équipe Auto SAS. Philippe Bilger, ces États membres finalement ont fini par faire lâcher la Commission européenne. On a été plus fort qu'eux. Ma chère Cécile, vous aurez remarqué que quel que soit l'intérêt des sujets sur l'automobile, je ne suis pas celui dont viendra la lumière, forcément. Mais il n'empêche que je suis par avance passionné et je crois que, il me semble, si je comprends bien la question posée par Sud Radio, je vous rejoins. Les États ont raison en l'occurrence. Il me semble, et j'espère que je ne serai pas contredit par mon voisin. Ouais, Yves Cara, vous qui êtes un spécialiste, on l'attendait cette décision depuis longtemps de finalement lâcher un peu du lest, en tout cas les constructeurs surtout. Oui, tout ça est quand même très anxiogène, hein. C'est dommage, on aurait pu aller vers une décarbonation maximum des transports sans tout ça en fait, c'est vraiment dommage. Si on avait dit, je reviens toujours là-dessus, hein, mais si on avait dit écoutez, voilà le plan à 30 ans pour se passer du pétrole, on va faire en sorte d'être en autonomie en France et en Europe au niveau des énergies et nos enfants et petits-enfants pourront circuler librement sans polluer, qu'est-ce qu'on serait bien, on aurait de l'espoir plutôt que de l'inquiétude. Donc pour en revenir au sujet, oui, effectivement, ils ont eu raison parce qu'investir dans une technologie qui aurait apporté à la marge, vraiment à la marge, un progrès dans la pollution, qui aurait demandé énormément d'investissement alors que l'investissement, on le sait bien, doit aller vers l'électrique, ok, mais vers les autres solutions que le pétrole pour faire beaucoup plus large. C'est une vraie bonne décision de la France, de l'Italie, ça va dans le bon sens et oui, tant mieux, tant mieux. Claude Cham, vous aviez peur finalement, comme beaucoup de constructeurs français, de ces 14 millions d'emplois qui étaient finalement en jeu, presque en jeu? Bien sûr que j'avais peur et j'ai toujours très peur dans la mesure où nous Français et Européens serons les premiers touchés si nous restons sur une position qui est le dogme, et je partage l'avis de mes collègues. Enfin, la raison vient de primer sur le dogme. Ça fait longtemps que nous, à la Fièvre, nous prenons pour une doctrine qui est la neutralité technologique. Avoir un objectif en 2050, nous sommes tout à fait d'accord, et qu'on nous laisse au moins la possibilité de faire les propositions technologiques qui sont les mieux adaptées. Philippe Bilger, je sais que vous n'y connaissez pas grand-chose en voiture, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement que les pays, face à la Commission européenne, reprennent une certaine souveraineté? Mais ma chère Cécile, d'abord merci d'avoir enfoncé l'automobile dans la plaie. Et ensuite, plus vous avez totalement raison. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les pays, comme vous dites, et c'est très juste, reprennent une forme de pouvoir dans tous les domaines où on avait l'impression que l'Europe avait pris la main. Et je ne peux que me féliciter de cette reprise d'autorité. Et Yves Cara, comment expliquer certaines mesures? On avait tout à l'heure Anthony, notre auditeur, et on avait fait la comparaison hier soir dans Les Vraies Voix, puisqu'on avait Corinne Joly de PAP, que un peu pour le bâtiment, c'est comme pour les ZFE. On a balancé un truc infaisable et quand on se retrouve devant le mur des réalités, on le prend en pleine figure. On le prend en pleine figure. Comment expliquez, vous qui connaissez bien l'automobile, on posera la même question à Claude Cham, comment expliquer que des gens qui théoriquement sont responsables, puisque les salaires des commissaires européens sont pas franchement proches du SMIC, c'est des gens multidiplômés, comment expliquer qu'on prenne des mesures aussi stupides? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oh, c'est beau. Et non, mais c'est vrai, c'est pas de moi, mais non, mais c'est vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ils sortent effectivement au mur des réalités. Encore une fois, on a déjà un climat anxiogène avec le climat, le GIEC et tout ça. On a avec les crises, avec les guerres. On en rajoute dans un domaine où on avait, je le répète, mais j'insiste, pas besoin de le faire. On avait des solutions, on a des solutions, le GPL, le 85, l'hydrogène, le carburant de synthèse, on a l'huile de friture, même si vous voulez, pour le diesel. Oui. On a les solutions pour se passer du pétrole. Toutes les solutions, on a besoin de tout le monde, même des batteries, pourquoi pas. Et plutôt que de faire croire au public, au grand public, aux Français,
Français, l'électricité va tout résoudre. C'est pas vrai. Je rappelle, au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques, et il y en a plein qui croyaient pas au thermique en disant mais ça marchera jamais, votre truc c'est l'électrique. S'il a gagné, c'est parce que c'est une énergie qui est très efficace, très efficiente, facile à transporter, facile à mettre dans une voiture, et que l'électricité, on s'est tout de suite rendu compte avec 2 tonnes de batterie, on faisait pas grand chose. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. C'est l'usage qui donnera l'énergie en fait. Claude Cham, il a raison. Pourquoi aujourd'hui, pour cette transition, ne pas promouvoir les carburants alternatifs? Le bioéthanol, le gaz, on n'en entend jamais parler. C'est-à-dire que quand la presse en parle, on nous dit que le carburant augmente, et d'un autre côté, il y a des solutions qu'on ne met pas en avant. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a une multiplicité de solutions. Elles ne sont pas toutes au même niveau de développement. Et donc, il faut quand même que nous fassions attention dans le développement de ces multisolutions à la raison économique qu'il y a derrière. Aujourd'hui, nous demandons à des constructeurs automobiles, à des équipementiers, à tous ces gens-là, de faire des investissements en recherche et développement qui sont colossaux. Moi, je peux vous dire que les équipementiers aujourd'hui dépensent plus de 10 à 12% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement sur des sujets dont nous ne savons pas véritablement l'issue. Et donc, est-ce qu'il y aura des clients? Et est-ce qu'il y aura des clients? C'est ça le problème. C'est très bien de rajouter ça. Donc aujourd'hui, il faut regarder quelle est l'équation économique par rapport à la raison technique. C'est pour ça que je me suis tout de suite élevé sur des injonctions de la Commission pour aller vers une technologie et pas vers nous laisser, nous industriels, à proposer un certain nombre de technos. Mais vous, en tant que président d'un syndicat industriel, la FIEV, comment ils réagissent, les personnes dont vous êtes le président, quand ils voient des normes abracadabrantesques, pour citer un ancien président de la République, qui leur tombent sur le coin du nez et qui se disent « Ah bah tiens, là il va falloir que j'investisse 1, 2, 3, 5 millions et j'ai pas les moyens de le faire ». Alors je vais vous dire, nous sommes effectivement par nature, en tant qu'industriels, des gens extrêmement raisonnables, et parfois on pourrait avoir des réactions beaucoup plus violentes que celles que nous avons. Nous sommes victimes, je dirais, d'un élément que je regrette, qui a été le Dieselgate. Oui. Le Dieselgate a fait déverser sur nous une montagne, en fin de compte, de reproches, de suspicions, etc. Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est que les industriels, dans leur très grande majorité, sont des gens honnêtes qui cherchent à gagner leur vie en vendant des voitures, et donc que cette espèce de car bashing dont nous sommes les victimes arrête un peu et que l'on reprenne du bon sens. Je suis heureux de la décision. Allez, 0826 300 300, Simon de Perpignan est avec nous. Bonsoir Simon. Bonsoir Simon. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir David. Bon, mais justement, c'est un sujet qui me tient à cœur, là, concernant des décisions de la Commission européenne. Bon, évidemment, c'est parmi tant d'autres, c'est encore une décision irréfléchie, sans support technique, sans information, sans analyse économique, et selon les spécificités des pays. Et donc, on a lancé ça parce qu'on est aveuglé par l'écologie pour des raisons idéologiques pour la plupart, sachant que l'Europe, évidemment, au niveau écologique, n'aura pas de conséquences importantes. Et parce qu'évidemment on est une infime partie du monde, hein, et que il faudrait, si on fait de l'écologie, il faut la faire au niveau mondial et non pas au niveau local. Et puis l'industrie automobile électrique, bon, on voit très bien que pour l'instant c'est inadapté, que c'est beaucoup trop cher, c'est pas encore au point, il n'y a pas d'autonomie, ça favorise des pays qui sont quand même des concurrents plus qu'agressifs, donc voilà quoi, il faut revoir la copie quoi. Oui, Yves Cara. Oui, moi, j'ai l'impression que les députés européens ont réagi un petit peu, je vais pas dire comme des gamins, mais excusez-moi, non mais style ah bon, puisque c'est ça, Volkswagen a triché, et ben voilà, on va leur interdire la vente des moteurs thermiques. Franchement, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Sans évaluation. Que c'est une réaction. Non, mais sans évaluation. Oui. C'est une décision capitale. Donc ils auraient dû dire on pense à ça, on va demander à tout le monde ce que ça peut donner, on va faire une commission pour évaluer, et puis on va voir si oui ou non, 2035 c'est bien, mais une évaluation d'une décision aussi forte, et elle n'a pas été faite. J'ai l'impression que c'est un petit peu un gros caprice, voilà. Et je voudrais poser une question au président de la FIEV que vous êtes. Pourquoi tous les lobbying, mais c'est pas négatif, hein, les lobbying, que ce soit les constructeurs, que ce soit la FIEV, tout ça, n'ont pas réussi à convaincre les députés européens, au moins de faire une évaluation avant de voter cette décision? Comment ça se fait qu'on n'y soit pas arrivé?
Vous savez, il est très difficile de lutter contre un dogme. Surtout que quand derrière vous avez une pression politique à travers les lobbies écologiques qui poussent vers un certain nombre de décisions. Moi, j'ai écrit des tribunes, j'ai rencontré des tas de ministres. J'explique à tout le monde que nous ne sommes pas contre quelque chose, que nous sommes tout à fait partisans d'eux, mais qu'on nous laisse le temps industriel de le faire. Or, nous sommes face à des gens qui idéologiquement pensent que nous cherchons à gagner du temps. Je vous assure une chose, tous les bureaux de recherche et développement constructeurs du monde entier sont en train de travailler d'arrache-pied à aller vers des solutions décarbonées. Pour une raison évidente. Quel est le premier marché automobile du monde? La Chine. La Chine. Est-ce que vous pensez qu'un seul industriel automobile peut se passer du premier marché automobile du monde? La réponse est non. Donc comme ce marché a décidé de se décarboner et de ne mettre que de l'électricité, nous sommes contraints, forcés d'y aller. Donc honnêtement, on ne peut pas nous soupçonner de ne pas faire les efforts qui sont les efforts de décarbonation de notre industrie. Philippe Bilger, un peu plus généralement, est-ce que finalement on ne va pas mourir des normes que l'on nous impose systématiquement sur tous les sujets, que l'Europe finalement nous empêche effectivement d'accélérer à notre rythme? J'imagine que là il y a des investissements qui sont colossaux, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont mal parce qu'elles peuvent pas l'absorber complètement aujourd'hui. Elles imaginaient qu'elles auraient leur temps et on a l'impression que ces injonctions et cette norme peut tuer finalement des filières entières. Vous avez raison Cécile, mais d'abord une bonne nouvelle, nous avons des invités qui sont d'une clarté absolue et je comprends un petit peu les problèmes dont on parle. Alors si vous arrivez à comprendre, oui, c'est qu'ils sont vraiment d'une clarté absolue. C'est Noël. Notamment Monsieur le Président est parfait. Et deuxième élément, pour répondre très directement à votre question, il y a un paradoxe, Cécile, c'est que à la fois on a besoin de liberté, on trouve qu'on a trop de normes, qu'il y a trop d'emprise des instances officielles, mais en même temps, dès que les gens sont en difficulté, ils rêvent d'être protégés par des normes. Et donc on est en permanence écartelé entre ces deux exigences contradictoires. Mais si j'avais à choisir, évidemment, j'irais plutôt vers plus de liberté que plus de normes. Et plus de responsabilité surtout. C'est le propre de Sud Radio. Exactement. Allez, 0826 300 300, notre vraie voix du jour est avec nous. Bonsoir Anthony, rebonsoir. Rebonsoir. Oui, bonsoir. Une réaction sur ce sujet vaste. Oui, alors, et que vous connaissez bien. Oui, je connais bien, mais je vais surtout répondre à la question directe. Est-ce que l'État sont plus réalistes Est-ce que les États sont plus réalistes que l'Europe? Non, les États sont soumis à l'Europe comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on a un commandant en chef, c'est Madame van der Leyen, et puis on fait tout ce qu'elle dit. Et puis voilà. Concrètement, ça n'apporte rien de bon à la France. Faut quand même se rendre compte qu'on est un tout petit pays à l'échelle mondiale, et je vois pas en quoi nous on va modifier le barème écologique ou enfin. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui devraient se préoccuper de ça avant nous. Je pense que déjà il y a plein de gens dans la rue qui n'ont pas à manger, qui n'ont plus de travail. Aujourd'hui, c'est la soumission totale à l'Europe. Donc les États savent très bien où ils vont. Ils vont dans l'appauvrissement des Français. Ils vont dans le fait que plus on leur prend, moins on leur donne. Et puis ça va très bien comme ça. La solution aujourd'hui, c'est de nous appauvrir un maximum afin qu'on ne puisse plus se défendre et répondre. On peut plus répondre, on peut plus parler, on doit se soumettre. C'est comme ça. C'est le dictat européen, français, appelez-le comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, les États sont bel et bien soumis à cette Europe, c'est l'Europe qui commande, puisqu'aujourd'hui, il faut répondre aux critères de l'Europe pour récupérer de l'argent qu'on a donné. Aujourd'hui, on vote une loi de finances dans la nuit en 49.3, on s'en fout, les Français, ils n'existent pas. Voilà. Et pour l'écologie, c'est pareil, on peut appliquer ça à tous les domaines, c'était pour les hôpitaux, c'était pour... tout est pareil. Bon coup de gueule d'Anthony, Yves Cara. Ouais, un coup de gueule. Hein. Yves Cara. Alors, c'est intéressant par rapport à la place de la France dans toute la pollution mondiale, je dirais. Moi, je prends toujours une image, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut vider une piscine, d'accord? La pollution, c'est la piscine. Donc la France, elle fait son job avec une petite cuillère. Et en même temps, on nous tape sur la tête en nous disant qu'on va pas assez vite. Puis à côté, vous avez des copains qui sont beaucoup plus costauds, donc on ne peut pas les empêcher, qui jettent des grands seaux d'eau dans cette piscine. C'est ça l'image de la pollution aujourd'hui dans le monde. Ok, on participe, l'effet colibri, tout ce que vous voulez, mais ne nous tapez pas sur la tête. Vous voyez? Oui. C'est un peu ça, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Claude Cham? C'est l'effet colibri. Nous, on décope à la petite cuillère la fente dans la coque du Titanic.
Écoutez, la France représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre du monde. La Chine, l'Amérique et l'Inde en représentent 50%. Lorsque vous entendez dire que le transport en France a un pourcentage très élevé, c'est vrai, nous représentons 31% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Mais il faut se poser la question du pourquoi de ce pourcentage. Nous sommes un pays qui avons une production d'électricité totalement décarbonée puisque nous avons une énergie nucléaire. Moyennant quoi, il est assez facile de comprendre, même sans avoir fait d'études supérieures, que le pourcentage va être plus élevé que dans des pays où la production d'électricité est carbonée avec des centrales au charbon, etc., etc. Ça me semble une évidence. Yves Cara, on peut être positif ou optimiste pour l'avenir ? Il faut l'être. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous vous souvenez, pour les plus anciens. Oui, c'était 74, après le choc pétrolier de 73. Exactement. Donc, on a les solutions. Il faut les mettre en place. Il faut que le gouvernement, alors l'Europe, les mettre en place pour arriver, encore une fois, à une autonomie énergétique, quelle qu'elle soit, toutes les énergies d'ailleurs. On a les solutions, il faut les mettre en place. Il faut un vrai plan, mais sur 10 ou 20 ans, et ne pas tomber d'une dépendance dans une autre. Tomber dépendance pétrole aux Chinois, parce que autant avec le pétrole, il y a plusieurs pays producteurs. On peut jouer un petit peu avec tout le monde. Autant avec les batteries, on joue pas. Il y en a un, c'est la Chine. Si un jour ils décident de serrer la vis, c'est fini. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Anthony. Merci beaucoup Simon d'avoir réagi au 0826 300 300. On est toujours avec Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club, Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, et puis notre taulier Philippe Bilger, président de l'Institut La Parole. Le même surnom que Johnny, c'est bien. Ah oui, c'est flatteur. C'est très très bien. Voilà. Et dans un instant, on va voir s'ils sont de bonne ou de mauvaise foi, puisque ce sera le quiz de l'actu. Vous restez avec nous, on est ensemble au salon de l'automobile de Lyon, en direct du stand de Skoda, excusez-moi. Et on revient dans un instant, on fait une petite pause, à tout de suite. Virage de l'électrique en famille avec le Skoda Enyaq, éligible au bonus gouvernemental, et retrouvez-le dans nos 165 concessions en France. Skoda présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix en direct du stand de Skoda, de l'expérience Skoda dans le hall 1 du salon de l'auto de Lyon. On est reçu magnifiquement, Cécile, le lieu d'ailleurs est magnifique. On est très bien entouré et très bien reçu. Oui, et d'ailleurs, qu'on soit à Lyon, à Paris ou ailleurs, il y a un incontournable. Je voulais juste rappeler quand même quelque chose, c'est que vous nous écoutez à Lyon. Absolument. Absolument. En DAB+, et d'ici très peu de temps en FM, donc d'ici quelques semaines. Alors écoutez bien, oui, ça va venir. Et avec nous, pour jouer, Anthony. Ça va, Anthony ? Ça va. Voilà, c'est un petit ça va, ça. Ça va, vous avez peur de perdre, Anthony, ou pas ? Oh non, j'ai pas peur de perdre, j'ai peur de gagner. Allez, c'est une question, qui c'est qui l'a dit ? On vous rappelle, Anthony, que vous répondez en premier à la question, et si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui répondent pour vous. Okay. Question, qui c'est qui l'a dit ? Il y a un grand malaise à gauche en écoutant ce que dit Fabien Roussel. Alors ça, je l'ai entendu, mais je vais dire fort. Non. À vous. Bah, je sais plus. Le président du Parti Socialiste ? Non. 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 À droite ? Non, à gauche. Ah non, c'est carrément de l'autre côté. Carrément de l'autre côté. Bonne réponse d'Anthony, Jean-Luc Mélenchon. Ah bah oui. Ah, j'hésitais entre les deux. Bravo. C'était classe pour Mélenchon, je trouvais. Deuxième, qui c'est qui l'a dit ? Vous avez des questions sport, non ? Et je l'ai trouvé très drôle, celle-là. Qui c'est qui l'a dit ? Regardez, ils sont méchants, ils font un 49-3. Et c'est pas un score de rugby. Très méchant. Anthony. Oui, ça peut être un score de rugby, c'est vrai. Mélenchon. Non. Non. Il a été à la santé. À la santé, non. Il a été à la santé. Il a été à la santé. Non, il est toujours ministre. Ouais. Il est toujours, mais c'est pas Véran. Si, bonne réponse. Si. Anthony l'a dit, Olivier Véran. Bonne réponse. Il est rapide, Anthony. Ah, il est bon. Qui c'est qui l'a dit au sujet de la motion de censure ? C'est la seule manière de se défendre pour l'Assemblée nationale. C'est pas Anthony. C'est comment qui s'appelle je vais dire. Non, c'est une femme. C'est une femme, oui. Oui, celle de chez les Insoumis, j'ai plus son nom. Ah oui, mais absolument. Claude Cham, du côté des Insoumis. Rousseau Panot. Bonne réponse d'Anthony, Mathilde Panot. Vous l'avez
en premier? Oui. Un peu de Philippe Bilger quand même. Il faut que Cécile vienne à mon secours, hein, parce qu'il y a un truand là-bas. Vous direz qu'ils sont le beau et la brute pendant qu'on y est. Voilà. Et Philippe, vous n'oublierez pas de me payer mon petit salaire. Mais merci. je pense le faire ce soir. Voilà, c'est ça. Allez, qui c'est qui l'a dit au sujet du harcèlement scolaire? Ne minimisons pas ce que le disent les enfants. C'est Gabriel Attal. Non. Non. C'est plus haut. C'est plus haut, Macron. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Là, vous n'allez pas m'accuser de pas Comme avoir j'étais le seul, c'était difficile. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Yves Cara? Non mais, j'allais dire Elisabeth Borne et il a été plus vite que moi. Puis il a le micro de toute façon, donc je peux rien faire. Je crois qu'il y a eu prise d'otage du micro. Qui c'est qui l'a dit? Je ne me départis jamais de l'arme nucléaire qui est la motion de censure. Cette arme est entre nos mains. Pas de raison de s'en priver. Anthony. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Je vais dire Olivier Faure. Non, c'était un Olivier, mais pas Fort. Enfin, Fort, c'est pas son nom de famille, quoi. Olivier Véran encore? Non, peut-être. non. Marlex. Bonne réponse de Philippe Bilger, Olivier Marlex, ce matin sur Sud Radio. Il fait une remontée du diable Vauvert, Philippe Bilger. Oui, mais je suis aidé beaucoup. Hein. Allez, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Anthony. Je ne suis pas anti-flic, je suis pour une police républicaine. Ah, ça j'ai vu, c'est Corbière, non? Bonne réponse Alexis d'Anthony. Corbière, bravo. Qui égalise à 3 partout. Bon, par contre, Yves Cara et Claude Cham... C'est Fanny. Bah non, mais je bossais ce matin, j'ai pas écouté trop Sud Radio, je suis désolé, sinon j'ai pas toutes les réponses. Non, mais ça va être Claude Fanny est pour trop moi. brillant, il a décidé de nous laisser une chance. Allez, si on est Fanny tous les deux... on ira boire un coup. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Et c'est pas du tout un homme ou une femme politique. Je suis un vieux con assumé. Là, il y en a beaucoup. Qui ça? Anthony. Il était pendant très longtemps sur France Télévisions. Drucker? Non. Non. Bah, il y a encore pas Ruquier. Non. Non. Non, je sais pas. Bon, bah, allez, Plus populaire plus dans populaire. dans les deux sens du terme. Comme on est la station du... Sébastien. Oui, Patrick Sébastien, bonne réponse Bravo. d'Anthony. Qui coiffe sur le fil. Il est remarquable. Philippe Bilger. Mais je ne dirais pas que je l'ai laissé faire. Hein. Bravo Anthony. Bravo, Anthony. On va prendre un petit truc au bar, nous. Voilà. Allez, une question qui c'est qui l'a dit pour vous, Anthony? La prise en charge des préservatifs pour les moins de 6 ans. Non, je vais dire un vrai. furieux. Non. Au fait, au moment où je l'ai lu, je l'ai découverte et là, Oui, je me suis arrêtée en me disant, mais qu'est-ce que c'est que À mon avis, c'est un comique. Non, c'est dans un spectacle. Rousseau. Non, c'est Aurélien Rousseau et qui a dit qu'avec son accent du Sud, on n'avait pas compris qu'il avait dit 26 ans et pas 6, mais on a bien réécouté la bande ce matin en direct dans le Grand Matin de Patrick Roger et je peux vous dire qu'il a bien dit 6. L'accent gardois, entre 6 et 26, on fait la différence. C'est pas possible. Non, mais sa langue a fourché. Ah oui. Ça doit être le nom de famille. Parce qu'il est très bon, pourtant. C'est un ministre que je ne trouve pas mauvais. Qui a gagné, Philippe? Eh bien, 4-3 pour Anthony. Bravo, Anthony. Félicitations. Bravo. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. La suite de cette belle émission. Philippe Bilger est avec nous, Claude Cham est avec nous, Yves Cara est avec nous. Et on fera le top clic avec Félix Mathieu. À tout de suite. Prenez le virage de l'électrique en famille avec le Skoda Enyaq, éligible au bonus gouvernemental et retrouvez-le dans nos 165 concessions en France. Skoda présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct du salon de l'automobile et de toutes les mobilités. On est à Lyon et sur le stand Skoda où vous pouvez vivre des expériences assez incroyables. Avec aujourd'hui nos vraies voix, hein. Philippe Bilger, président de l'Institut La Parole. Ça va, mon Philippe? En pleine forme. En pleine forme. Yves Cara est avec nous, porte-parole de Mobilité Club France. Comment ça va? En pleine forme aussi. Et très heureux d'être dans un salon de l'automobile et de toutes les mobilités. On n'oublie personne et on est là pour ça. Voilà, c'est ça. Et Claude Cham, président de la FIEF et la Fédération des industries des équipements pour véhicules et de la société Équipe Auto SAS. Ça va, mon Claude? Ça va très bien. Équipe Auto a très bien démarré puisque on a aussi Équipe Auto qui est le salon de l'aftermarket. C'est bien de le rappeler. Absolument. Et vous pouvez bien entendu venir visiter. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission entre 19h et 20h. Et d'ailleurs, la directrice générale de ce salon sera avec nous. Et nous vous parlerons bien entendu des innovations et des nouveautés de nos camarades de chez Skoda. Allez, tout de suite le top clic de Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et dans le Top Clic, quand le ministre de la Santé attribue un lapsus pour le moins embarrassant à son accent du Midi. Eh oui, c'est l'explication, vous en parliez, l'explication trouvée par Aurélien Rousseau. Sa langue semble bien avoir fourché hier après le Conseil des ministres. Il évoquait la prise en charge des préservatifs pour les moins de 26 ans. Les moins de 26 ans, j'ai dit, sauf que, de la vie générale, il n'a pas tout à fait dit ça. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Les préservatifs pour les moins de 6 ans, pour les moins de 26 ans. En réalité, chaque syllabe est importante. Et le ministre a donc livré cette explication sur Twitter. Je le cite. « J'ai l'impression que mon accent du Midi a fait entendre à certains 6 ans au lieu de 26 ans. Il fallait évidemment comprendre 26. Je prie ceux qui ont été sincèrement interloqués par ce qu'ils ont pris pour une étrange annonce de m'en excuser. » Alors bon, accent du Midi ou pas, je vous laisse juge. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans. Voilà, c'est l'occasion de rappeler en tout cas que depuis le 1er janvier, les préservatifs des marques Eden et Sortez Couvert peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Les moins de 26 ans n'ont qu'à présenter leur carte vitale en pharmacie. Et puis, autre sujet dans le top tendance sur Twitter, on retrouve Harry Potter et Dumbledore. Et oui, Albus Dumbledore, l'excentrique directeur de l'école de magie d'Harry Potter, le vieux sorcier à la barbe blanche et à la grande sagesse. Eh bien oui, c'est un des sujets les plus discutés ce soir. L'acteur irlandais Michael Gambon, qui l'incarnait, est mort à l'âge de 82 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille. Il avait déjà d'ailleurs lui-même remplacé un premier acteur qui avait incarné Dumbledore à l'écran dans les premiers films avant de s'éteindre. Notez que dans Harry Potter, le Dumbledore fictif s'éteint à l'âge de 116 ans. L'acteur était un peu plus jeune, 82 ans donc. Et on revient à ce drame qui cause une profonde émotion à Marseille et bien au-delà, Félix. Un boulanger très connu du 15e arrondissement de Marseille retrouvé pendu dans son commerce. C'est le député de la France Insoumise du secteur, Sébastien Delogu, qui a publié la nouvelle au lendemain du drame. J'apprends avec une grande tristesse la disparition de mon ami retrouvé pendu dans sa boulangerie. Le député évoque un boulanger historique très connu dans ce quartier Saint-Louis. Mais vu les difficultés de beaucoup d'artisans, notamment boulangers, son geste provoque un émoi national avec beaucoup de réactions politiques. Oui, et je vais le répéter encore une fois, oui, cette phrase du président Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français, et encore plus certaines catégories que d'autres, je pense aux boulangers. Vous l'avez dit Félix, la France a été émue à juste titre par ce boulanger qui a mis fin à ses jours puisqu'il n'arrivait plus à payer ses factures. Et alors que les boulangers souffrent des factures d'électricité exorbitantes, on leur a mis une nouvelle interdiction à compter de dimanche, accrochez-vous bien. Il leur faudra désormais un ratio d'1,4 g de sel pour 100 g de pain courant ou traditionnel et 1,3 g pour les pains spéciaux. Alors en 2022, la filière s'était déjà engagé à un maximum d'1,5 g. Le sel sera remplacé pour le goût par, je cite, des levains actifs et des extraits de levure. Ceci bien sûr au nom de la santé publique. Alors ce n'est pas à mon avis ce 0,1 g de sel par baguette qui va sauver les Français des maladies cardiovasculaires, mais plutôt d'éviter tous les aliments hyper transformés, bourrés d'adjuvants, de sel et de sucre. Alors arrêtez d'emmerder les Français, à commencer par nos boulangers et nos amateurs de bon pain à la française. Allez, restez avec nous. Oui, absolument Philippe, et on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur les normes, la réglementation, cette perversion d'empêcher les gens de travailler avec leur intelligence, leur initiative, leur liberté. Évidemment, il faudrait présumer chez nos professionnels une bonne foi. Personne n'a envie de créer et de vendre de la... Voilà. Voilà, ben vous restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez bien entendu commenter l'actualité. Dans un instant, le tour de table de l'actu avec nos invités. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Skoda présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix. Vous vous dites, mais où sont-ils encore? Où sont-ils passés? C'est pas possible. Eh ben, si vous nous cherchez, nous sommes à Lyon, au salon de l'automobile de Lyon et de toutes les mobilités. Et si vous nous cherchez à Lyon, nous sommes sur le stand de Stoga. Je vais y arriver, de Skoda aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, je ne m'entends pas, hein, donc c'est pour ça que je ne sais pas ce que je dis. On a un problème de casque. Je dis pas mal de bêtises. Et on est vraiment dans une expérience immersive ici, Philippe. Une expérience immersive, tout est éclairé aux couleurs vertes
verte de Škoda, il y a un concept car qui est absolument superbe. Bref, on est un peu dans la 3e dimension, non? C'est ça, c'est ce qu'on appelle une belle expérience. Et nous la vivrons à partir de 19h avec nos amis de chez Škoda qui viendront nous expliquer l'expérience client, l'innovation et les nouveaux produits qui vont arriver, bien entendu, dans les années à venir. En attendant, le tour de la table de l'actu avec Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules et de la société Équipe Auto, puisque je vous rappelle que vous pouvez aussi visiter ici Équipe Auto. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Et mon cher Philippe Bilger, un ouf de soulagement avec un accident qui aurait pu être tragique hier au théâtre. Absolument, Cécile. Il y a quelque temps, Pierre Arditi, dans un entretien, avait répondu à une question relativement morbide. Comment aimeriez-vous mourir? Il avait répondu sur la scène. Et hier, on a eu très peur en ce qui le concerne. Il a été victime d'un AVC, mais heureusement, son état de santé aujourd'hui, et j'espère que le soir n'a pas démenti ce qu'on savait ce matin, n'inspire plus d'inquiétude. J'aime beaucoup Pierre Arditi pour une double raison que j'expose rapidement. D'abord, c'est un acteur exceptionnel. Je trouve qu'il travaillait beaucoup. Et parfois, j'ai l'impression qu'il travaille trop, mais il est tellement talentueux qu'on rêve de le voir partout. Et deuxièmement, c'est un acteur, une personnalité qui a une grande conscience politique. Il est de gauche, je ne lui reprocherai pas, mais il est surtout d'une gauche intelligente et il ne cesse de houspiller la gauche dogmatique en disant on comprend que les gens ne votent plus à gauche, c'est celle-là qu'on nous propose. Alors, un grand monsieur forcément, ouais. Yves Cara. C'est vrai, j'avais lu cette info, effectivement, j'avais regardé aussi quand il disait mourir sur scène. 78 ans. Pour vous reprendre Philippe Bilger, je pense que ça n'est pas un AVC, d'après ce qu'ils ont dit, ils ont dit que c'était simplement un malaise. Un malaise. Voilà, donc... hier soir, j'avais vu un AVC, en avait déjà fait un. Mais heureusement, si c'est un malaise... Donc voilà, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, je répète peut-être bêtement ce que j'ai lu. En fait, pour nous, Pierre Arditi, ça fait partie de ces personnages qui sont éternels, parce qu'on a grandi avec, on a même vieilli avec, parce que ça fait 40-50 ans qu'il est là en permanence. Nous, on est très jeunes. Ouais. Alors oui, je me parle je parle à la 3e personne de moi. Donc oui, quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit voilà, personne n'est éternel, faut qu'il se ménage un peu parce qu'il faut qu'il dure encore longtemps. Ce sont des gens passionnés, vous savez, quand on parle beaucoup de retraite, de choses comme ça. Alors bien sûr, c'est un métier plaisant et c'est d'abord une passion, mais même pas une seconde, c'est quelqu'un qui ne peut envisager d'arrêter ça parce que c'est sa vie, le partage et d'être sur scène, pas seulement pour son esprit cabot qu'il a et qu'il reconnaît, mais parce qu'il est dans le partage. Et c'est merveilleux des comédiens comme ça. Et on ne rappelle jamais suffisamment assez de dire que c'est quand même un métier où la précarité est quand même assez incroyable. Total, bien sûr, parce que quand on voit les grands comédiens, on va travailler le lendemain. Pour qui ça fonctionne, pour tous les comédiens, effectivement, ça peut s'arrêter un jour. Claude Cham. Eh bien écoutez, tout d'abord, je lui souhaite un prompt rétablissement. C'est un très grand acteur. Même si parfois je partage pas tout à fait ses prises de position politiques, mais dans le respect, on peut parler de tout. Ça, c'est un vrai sujet où on dit souvent, Philippe Bilger par exemple, de dire on voudrait dissocier les choix politiques de certains acteurs, les prises de parole, et on se dit et souvent les Français disent on n'attend pas ça de vous en fait, on veut juste que vous jouiez la comédie, on n'a pas envie de savoir ce que vous pensez. Vous avez raison, Cécile, on avait déjà évoqué ça. Moi, ce qui me gêne, on ne peut pas interdire à un acteur intelligent de donner un point de vue. Il n'a jamais abusé de cela. Mais je rejoins Claude, je ne suis pas forcément ébloui par la qualité de sa pensée de gauche. Mais il réfléchit et il n'est jamais dans le clivage qui peut exaspérer les gens qui aiment le voir au théâtre ou au cinéma. Et votre tour de table, Claude Cham, vous dénoncez l'injonction à la mobilité collective. Oui, effectivement, quand je vois ce qui est en train de se passer, on oblige par exemple les publicités sur les véhicules automobiles ou autres, et vous voyez, et surtout quand vous vous déplacez, n'oubliez pas le covoiturage, etc., etc. Et si vous écoutez un certain nombre de personnes influentes,
On a une tendance à vouloir réprimer, je dirais d'une façon un peu souterraine, le transport individuel pour privilégier maintenant, quand je suis sur l'autoroute seul dans ma voiture, je regarde autour de moi, heureusement qu'il y en a d'autres qui sont aussi seuls, sinon je vais être coupable. Et je trouve qu'il est regrettable parce que le chemin, ça a été créé parce que l'homme voulait voir ce qu'il y avait un peu au-delà de la colline quand il s'est dressé sur ses pattes de derrière. Et puis après, il a voulu aller parler avec un autre et il a voulu faire ça par une volonté individuelle. Vouloir absolument mettre la mobilité et le déplacement en collectivité me semble être, je dirais, une régression de la liberté pour l'homme démocrate que je suis. Je vais faire non au colco, non à la voiture colcose. Non, il ne faut pas opposer les modes de déplacement. Simplement, il faut prendre le bon mode au bon moment. Exactement. Alors, on est très égoïste, qu'il soit pas trop cher, qu'il soit le plus pratique possible. Et puis, si c'est le vélo, la marche, le métro, le transport en commun ou la voiture, pourquoi pas? Vous savez, ce matin, j'étais à Saint-Étienne. On est à Lyon, j'étais à Saint-Étienne. Je discutais avec une personne qui habite à 30 km de son lieu de travail. Et il me dit, bah moi, je prends la voiture, voilà, je mets entre 20 minutes et une demi-heure, j'ai pas le choix. Je dis, si, vous avez le choix. Ah bon? Imaginons, un matin, vous devez absolument être au travail, la voiture démarre pas, vous pouvez y aller? Je dis oui. Alors faut que je marche, faut que je prenne le tram, puis faut que je prenne le bus, puis faut que je... Vous mettez combien de temps? Bah entre 1h30 et 1h45. Donc vous l'avez déjà fait? Oui. Mais c'est plus le même mode de vie. Bah oui. Parce que si on met 1h45 au lieu d'une demi-heure pour faire l'aller-retour, presque on déménage. Donc la voiture est la solution pour justement qu'on puisse continuer à vivre dans des endroits que l'on choisit. Bien sûr qu'on a d'autres solutions en transport en commun, mais est-ce qu'elles sont viables? Je rejoins tout de même Claude, le réactionnaire que je suis est plus sensible à la capacité de bouger de manière individuelle que par cette volonté qu'on veut nous mettre dans la tête que seul le collectif a du sens. Ça n'est pas vrai. Moi, je suis profondément choqué que l'on stigmatise un comportement sans savoir exactement quelle est la motivation de ce comportement. Je suis pas forcément obligé de prendre un transport en commun parce que peut-être que j'ai une urgence, parce que peut-être que ceci, parce que ce que ça. Éduquer les gens à mieux se déplacer, trouver des solutions, par exemple, de fluidité dans les agglomérations. Aujourd'hui, regardez, il n'y a pas une place de livraison qui serve véritablement à ce que les camions puissent se garer. Vous ne pensez pas qu'on pourrait trouver des solutions beaucoup plus adaptées pour fluidifier, alors qu'on vous stigmatise parce que vous êtes avec votre véhicule dans Paris? C'est une réflexion à avoir. Vous restez avec nous. On fait une petite pause dans quelques instants. Yves Cara, vous allez revenir sur les taxes sur les carburants. Et je crois que ça concerne tout le monde. On en parle dans un instant. À tout de suite. Bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Skoda présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, nous sommes en direct du stand Skoda au salon de l'automobile de Lyon. Nous sommes très bien accueillis, nous sommes très bien installés avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous. Ça va toujours, mon Philippe? Toujours. Ouais, vous êtes bien. Et puis surtout ce soir avec Yves Cara et Claude Cham, il a son cours d'automobile accéléré. Ah ouais, alors là, après un quiz sur l'auto, vous êtes au poil. Et je me rends compte que je suis très doué, je suis déjà à 2e vitesse. Philippe Bilger, vous avez votre permis de conduire? Oui. Oui. Et vous avez pas conduit? Quand j'étais plus jeune, ma chère Cécile, j'étais moins doué que vous. J'ai mis un certain temps pour l'avoir. C'est étrange, le moniteur d'auto-école était un peu comme Jean-Yann. J'étais l'élève et il me cassait les pieds. Je lui demandais, mais pourquoi vous m'obligez à faire une manœuvre que j'ai pas envie de faire? Ne parlons pas des routes départementales. J'y vais jamais. Allez, tout de suite, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec Yves Cara sur ces taxes sur les carburants. Forcément, on a envie de vous entendre parler, on a envie d'avoir votre avis puisque ça touche tout le monde. Alors, c'est un axe de contestation et de demande que l'on a depuis des dizaines d'années. Avant Automobile Club Association, aujourd'hui Mobilité Club France. Et je voudrais revenir sur ce qu'on entend quand on dit « Oui, mais si on baisse les taxes, c'est une perte de 10 à 15 milliards. » C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que sans avoir fait 10 ou 15 ans d'économie, imaginons, on baisse les taxes, on est à peu près à 50-60%, ça dépend, on baisse les taxes et chaque mois, imaginons, on gagne 200 € sur notre plein. D'accord? Ces 200 €,
ils sortent pas de l'économie française. On va pas aller les mettre dans un paradis fiscal. Ça va repartir dans le cartable de notre enfant, dans l'alimentation, dans un restaurant peut-être. Ça va peut-être donner l'occasion au restaurateur de dire tiens, j'ai un peu plus de monde, je vais peut-être embaucher un serveur. Donc ça va peut-être libérer des gens du chômage. Et en tout cas, les taxes vont revenir, moins de taxes bien sûr, ce sera pas du 60%, mais à minima 20% quand on achètera. Et puis ça va peut-être relancer, même certainement relancer l'économie avec le moral des Français. Vous savez, j'ai lu une info juste avant de venir. En 2022, le taux de natalité en France est au plus bas juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça prouve bien que on n'a pas le moral, on n'a pas confiance en l'avenir. Donc pour redonner confiance en l'avenir, quel autre signe fabuleux de dire tout le monde fait un effort. Les pétroliers, les distributeurs, nous on redonne 100 €, ok, mais pas à tout le monde. Nous on nous demande de faire des efforts et pourquoi pas, en covoiturage, peut-être en prenant un vélo. Et on est tout à fait d'accord à Mobilité Club France de pouvoir se passer la voiture de temps en temps sur certains trajets, pas sur tous. Eh bien, le gouvernement doit et ça fait des dizaines d'années qu'on le demande, doit donner cet élan, cet espoir, cette lumière de dire ok, on prend le risque avec vous et on va voir ce que ça donne. Et croyez-moi, je suis certain que c'est sûr, on perdra pas 10 à 15 milliards puisque ça va revenir par d'autres canaux et le moral va repartir et là on dira ah là au moins nous on est presque d'accord en Mobilité Club France pour dire on compte sur vous les Français pour avoir pour nous accompagner dans ce risque, parce que finalement ce sera un risque. Claude Cham. Alors première chose en ce qui concerne un vœu pieux, j'ai envie de dire. Non, oui, la première chose que je veux dire, c'est que d'abord c'est pas 50%, c'est plus de 50%. Oui, c'est pour ça. La CICPE, c'est minimum 62-63% de taxes par litre de carburant. La deuxième chose, c'est qu'en ce qui concerne de taxes, on est quand même un pays assez extraordinaire parce qu'on a inventé la TVA sur la TICPE. Oui. Donc une taxe sur la valeur ajoutée sur une autre taxe. Je suis pas non plus un grand économiste, mais il faudra qu'on m'en démontre. Et je suis même le bien pendant un moment, on l'a remis en cause au niveau constitution. On pensait que c'était anticonstitutionnel. Enfin, après, moi, je vais le prendre par un autre bout. C'est que je plaide pour une autre façon, c'est de dire que la TICPE rapporte à peu près 38 milliards d'euros au budget général de l'État. Oui. Et ce que je voudrais déjà dans un premier temps, c'est que cette taxe soit une taxe affectée, de telle façon à ce que ce qui part de la consommation de pétrole ou d'énergie, etc., à travers l'automobile, revienne dans la filière automobile qui est en train d'avoir une transition extrêmement dure, de telle façon à financer, à aider à financer ça. Parce qu'au moins, ça serait déjà plus vertueux. Alors que comme ça va dans le budget général de l'État, cette manne d'argent sert peut-être à financer des sujets dont je me pose quelques questions. Oui, c'est ce que demandent souvent les Français, de dire le fléchage finalement des impôts. Le fléchage des impôts, en fait, c'est ça que. Oui, c'est le fléchage des impôts. Et donc, je souhaite déjà que dans un premier temps, on flèche ces taxes vers l'industrie qui les a produites. Eh bien, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec nos vraies voix. Et puis, si vous voulez réagir, bien sûr, vous avez le droit. 0826 300 300. On fait une petite pause. À tout de suite. Virage de l'électrique en famille avec le Skoda Enyaq, éligible au bonus gouvernemental, et retrouvez-le dans nos 165 concessions en France. Skoda présente Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Nous sommes chez Skoda avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien. On est bien. Dans la capitale des Gaules, on est toujours très bien. En direct du salon de l'automobile et des mobilités de Lyon. Je vous rappelle qu'il y a Équipe Auto aussi, que c'est important de venir. Et nous serons d'ailleurs avec la directrice du salon entre 19h et 20h. Et vous allez voir qu'il y a ici beaucoup de mobilité. Et avec Skoda aussi, vous verrez que l'avenir, en tout cas, de l'automobile chez Skoda est beaucoup plus vert. Avec nos invités aujourd'hui, Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, et Claude Cham, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules et de la société Équipe Auto, présent ici à ce salon. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Et on va revenir sur cette information. Emmanuel Macron qui veut produire 1 million de voitures électriques en France d'ici 2027. Il a annoncé lors de son discours sur la planification écologique. Sauf qu'à produire, ces voitures électriques et leurs batteries polluent quasiment 2 fois plus. Il faudra donc rouler entre 40 et 50 000 km avant que le bilan carbone ne repasse sous celui d'une voiture thermique, Philippe. Sans oublier, Cécile, que pour l'instant, les voitures électriques coûtent cher, mais il n'y a pas que les batteries. Est-ce qu'on peut faire devenir l'automobile 100% écolo avec des matériaux recyclables, et ce, quelle que soit leur énergie? Venez nous le dire, venez témoigner au 0826 300 300. Et pour l'instant, cette question, l'automobile peut-elle devenir 100% écolo? Je crois que c'est définitif, vous dites non à 95%. Claude Cham, sur cette proposition d'Emmanuel Macron, produire 1 million de voitures électriques en France d'ici 2027, est-ce que c'est encore une annonce ou c'est possible? J'aurais tendance à dire que rien n'est jamais impossible dans la vie, donc il faut se Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. Que le président de la République fixe 1 million de voitures, c'est sa liberté et c'est son objectif. Voilà, là c'est langue de bois, hein, permettez-moi. Là on sent quand même que vous arrondissez les angles. Maintenant je vais dire ce que je pense. La production, c'est pas ça l'important, c'est de les vendre. Or, qu'est-ce que l'on constate? À quel prix on va les fabriquer en France? À quel prix on va les vendre? Or, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'à l'heure actuelle, quand on fait l'analyse des ventes de l'électrique par rapport aux autres productions, ça commence un peu à stagner. On avait eu une grande progression et ça commence à baisser. Et donc, il faut qu'on commence à s'interroger du pourquoi de tout ça. Et donc, le prix est une chose. Et moi, ce que j'aime, c'est produire des voitures qui sont françaises, produites sur le territoire français à un prix que nos concitoyens pourront acheter. Or, aujourd'hui, notre souveraineté, elle n'est pas là. Parce que même quand on ferait des gigafactories en France, les machines, elles sont chinoises, les sous-ensembles, ils sont chinois, etc., etc. Donc on a une problématique pour atteindre ces objectifs de voitures que je veux dire françaises. Là. Et puis après, est-ce que c'est vraiment écologique du gravier à la tombe? Ben oui, c'est ça. Une question. La voiture 100% écolo, ça concerne pas que le moteur, ça peut concerner plein de choses et pas seulement l'électricité. Je vais vous prendre un exemple. On a jeté l'anathème sur le diesel. Les premiers véhicules diesel en France, c'était les 404, 504 avec les vieux blocs Peugeot Indénor, hein, on va les citer, bravo, qui faisaient 48 à 50 chevaux pour 2 litres ou 2 litres 3. Aujourd'hui, prenez chez Skoda, vous avez des moteurs 1 litre 5 turbo qui font 130 chevaux. Est-ce que quelque part on n'a pas oublié le progrès technique qui permet de faire de l'écologie, comme dans le cas du diesel par exemple, qui a quand même été complètement révolutionné? Ouais. Par les turbos, les multi-soupapes, les injections directes, etc. Il n'a pas l'air emballé, Yves Caron. Non, c'est pas ça, mais on demande à la voiture. C'est pas assez technique. Si, mais c'est philosophique en fait. On demande à l'automobile, l'objet automobile, aujourd'hui d'être parfait. Et demain d'être parfait, de ne pas polluer. Toute action, malheureusement, génère une pollution, quelle qu'elle soit. Et donc on demande à la voiture quelque chose qu'elle ne pourra jamais donner, comme à la fille la plus belle du monde ne pourra toujours donner que ce qu'elle a, par exemple. Voilà, Cécile ne pourra jamais donner que ce qu'elle a, ce qui est déjà beaucoup. Non mais si là, je peux vous donner Philippe David si vous voulez. Non, vous le gardez. Non, ça merci. Non mais la voiture sera jamais parfaite et on lui demande d'être parfaite. Regardez l'exemple de Lego. Lego qui a 2 ans, et malheureusement, on est tous malheureux de ça, a annoncé on va sortir du plastique et on va prendre du recyclé. Sans étude d'impact d'ailleurs. Et 2 ans après, ils se sont dit oh là, attendez, on vient de calculer les gars là. Mais avec du recyclé, en fait, on produit plus de CO2, on pollue plus. Désolé, on revient au plastique. C'est ça la réalité. Alors, après, on pourrait se dire on arrête les Lego et on ferme Lego. Bon, mais on va mettre des gens au chômage. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais la voiture, la mobilité, on va dire, en voiture ne sera jamais parfaite. Faisons en sorte qu'elle soit le moins impactante pour la planète. C'est tout ce qu'on peut faire. Et je voudrais quand même dire quelque chose aussi. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est moteur. Je vais au salon nautique. Je suis allé au dernier salon nautique. Les moteurs n'ont jamais été aussi gros. Et vous avez un petit stand d'un mec qui fait un petit moteur électrique pour circuler dans le port. C'est tout. Voilà. Et les moteurs sont énormes, thermiques. Vous allez au salon, vous allez au Bourget. Combien d'Airbus sont encore vendus? Tant mieux, parce que Airbus fonctionne. Des dizaines et des dizaines et des dizaines qui vont fonctionner. Rien qu'une compagnie aérienne, on a passé 500 d'un coup. Voilà. Donc, et nous, je dirais que certains ne voient pas plus loin que leur bout du pot d'échappement, leur bout de leur nez, leur bout du pot d'échappement. Donc, oui, il faut aller vers un mieux. Non,
le déplacement en voiture ne sera jamais parfait. Voilà, mais est-ce que finalement, ça c'est plutôt que de dire voilà il faut des voitures électriques, est-ce qu'on peut ne pas, évaluer entre la fabrication et l'arrivée chez le consommateur du poids justement écologique d'une voiture? Écoutez Cécile, vous me donnez l'occasion de dire quelque chose qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Allez-y, on parle d'immatriculation. Le problème de l'immatriculation n'est pas le problème le plus fondamental. Le problème le plus fondamental, c'est le problème du parc. Donc aujourd'hui, nous avons 40 millions de véhicules qui circulent sur notre territoire. Il faut dépolluer au maximum, tendanciellement, ces moteurs pour qu'ils polluent de moins en moins. Parce que si vous calculez, même avec des croissances colossales d'immatriculation de véhicules neufs, comme aujourd'hui nous immatriculons moins de 2 millions de véhicules par an dans notre pays, regardez combien de temps il va falloir pour arriver à remplacer le parc de telle façon à atteindre des objectifs de décarbonation. Alors que si on s'attaque avec des solutions que nous avons, que nous savons mettre en œuvre, de dépollution maximum de moteurs à combustion interne, eh bien nous pourrons arriver à un résultat bien plus probant au plan écologique que le chemin que nous avons choisi. Allez, 0826. Allez-y, Philippe. Si vous me le permettez, je suis frappé de voir à quel point dans le domaine automobile, le pouvoir politique agit de la même manière que dans les autres. C'est-à-dire, il formule des injonctions, espère des progrès, fixe des chiffres et on a l'impression que le travail est fait. Et en réalité, c'est après que ça va commencer et on n'est jamais sûr que ce sera tenu. Les promesses sont faites pour ne pas être tenues. Absolument, 0826. Elles laissent penser qu'on fait de l'action. Anthony est avec nous au 0826 300 300. Anthony, une réaction? Oui, écoutez, une réaction. Donc concrètement, la question c'est que non, les voitures seront jamais 100% électriques, du moins tant que les gens ne se laisseront pas faire. Mais oui, comme le disait l'intervenant à l'instant, l'État veut nous imposer encore ce qu'il a décidé lui, enfin ce que leurs actionnaires ont décidé, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des lobbies derrière et qu'il y a une quantité d'argent faramineuse en jeu, puisque s'ils voulaient le bien des Français, on n'en serait pas là tout simplement. C'est toujours la même façon de marcher. On impose les gens aux gens, on les force et puis si ça marche pas, on les taxe. Ils ont fait pareil il n'y a pas longtemps avec leur poêle à granulés, ça allait être super, tout le monde allait faire des économies, tout le monde a installé ça, puis maintenant les gens payent 4 fois plus ou 5 fois plus le vrai prix, et puis, du coup ils se chauffent plus pour certains, ou j'en ai même entendu qu'elles fait un sac par mois et puis j'espère que ça va durer. Et puis c'est pareil maintenant avec les pompes à chaleur. C'est aussi un moyen de contrôler le citoyen, parce que ces voitures, elles sont intelligentes, elles sont connectées, elles savent où vous êtes, elles savent ce que vous faites, elles savent ce que vous dites. Pour certaines, même elles vous enregistrent dans la voiture. Donc encore une fois, c'est un outil de contrôle et c'est pour ça qu'on veut nous l'imposer, tout simplement. Et en aucun cas, il y a de l'écologie là-dedans, puisque tout le monde sait très bien que c'est beaucoup plus polluant que n'importe quoi. Donc... Restez avec nous, Anthony. Yves Cara, aujourd'hui, forcément, les voitures électriques, on nous dit, oui, mais il n'y a pas de recharge, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des voitures électriques qui sont de plus en plus puissantes et avec lesquelles on peut faire de plus en plus de kilomètres, mais finalement, plus les batteries sont grosses, plus on pollue. C'est un peu le système boule de neige. Plus on veut de l'autonomie, plus les batteries sont lourdes, plus elles sont lourdes, moins il y a d'autonomie, plus il faut rajouter la batterie, donc c'est un peu... On ne peut pas effectivement... Il ne faut pas décorréler la voiture électrique de sa recharge. Et par exemple dans Paris, vous avez des quartiers qui ont un réseau saturé, ils sont déjà à 110%. Moi j'ai des amis qui gèrent des immeubles et ils disent, leurs propriétaires disent on voudrait bien des bornes. Alors ok, on installe les bornes et Enedis dit ah non, on ne pourra pas vous apporter la puissance, on est déjà à 110% de la saturation. Ok. Alors on fait comment? Rappelez-nous dans quelques années. Ça c'est de la réalité. Donc on ne peut pas effectivement décorréler la peur de l'autonomie. Ok, on peut en gagner, on peut s'arranger. Mais il faut pas oublier aussi que plus on recharge une voiture électrique, moins la batterie aime ça, moins elle dure longtemps. Donc on se dit on va la recharger 20 minutes tous les jours. Ouais, mais la batterie n'aime pas, elle va moins durer. Puis sur les longs trajets, il y a un vrai sujet. Vous savez, moi au mois de juillet, je fais un grand tour de France avec 20 autoroutes, sur tout leur système pour un jeu, enfin bref, etc. Et donc je m'arrête sur les stations d'autoroute et je regarde. Au mois de juillet, les 3/4 des voitures qui sont en recharge sur les bornes électriques, sur les aires d'autoroute, sont étrangères. Les 3/4. Donc il ne faut pas un système de recharge que pour les Français, mais pour toute l'Europe du Nord et du Sud qui échangent comme ça, qui traversent la France. En Espagne par exemple, ou des Pays-Bas en Italie. Sinon,
Le reste de l'année, on pourra peut-être aller. Mais pendant ces 2 mois qui sont quand même importants, on va avoir un gros problème. Donc voilà, encore une fois, l'électrique ne sera pas la solution, c'est très clair, parce que on voit pas comment on y va. Encore une fois, les équipementiers que vous représentez, les constructeurs, si l'électricité avait été une vraie solution de décharge par rapport au pétrole qui coûte cher, etc., je serais dit, les gars, on va faire une voiture électrique, on va en vendre des tonnes, parce que le but c'est aussi d'avoir des clients et de les vendre. Mais s'ils y sont pas allés, c'est bien qu'il y avait un problème. Vous avez des lois électromagnétiques, ça va être difficile d'en sortir. 2 électrons qui chauffent pour produire l'électricité, ça c'est des lois de base. Je vois pas comment on va en sortir. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Anthony d'avoir été avec nous, merci beaucoup Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club de France, vous restez avec nous. D'accord. Et Claude Chab, merci beaucoup, président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules et de la société Équipe Auto, ici au Salon de l'Automobile, que je vous invite à venir visiter. Merci beaucoup Claude d'avoir été avec nous. Merci Dans beaucoup, un instant, on fait une petite pause et puis on reviendra à partir de 19h, on sera avec la famille Skoda, on vous expliquera effectivement l'avenir de cette marque tchèque, de ce constructeur, avec énormément de nouveautés, énormément d'innovations, et on en parlera avec un designer et surtout avec un responsable de l'expérience client. Absolument, et on parlera aussi avec Skoda et MG, vous voyez, 2 concurrents des voitures chinoises en Europe. Est-ce qu'elles vont rafler le marché ou est-ce que les Européennes ont encore beaucoup de choses à dire? Et on conclura avec la présidente du salon où on est royalement accueillis sur le stand Skoda. Et tout de suite les incontournables de la gestion de patrimoine.